L'essentiel de tout ce que vous êtes en droit de savoir sur les régions de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant dans le Journal des régions. Bonjour à tous et bienvenue. Au sommaire, dans la Maraoué, vous le verrez dans quelques instants, c'est l'orpaillage illégal qui dicte ses lois. Du pillage des terres agricoles à la contamination du fleuve Bandama, l'orpaillage clandestin menace directement la survie des populations locales. Comment expliquer que malgré les campagnes de sensibilisation, le phénomène demeure? Enquête à suivre dans ce journal. Une pompe à eau pour plus de 20 000 habitants à Yorobodi dans la région du Gontogo. L'équation reste à ce jour difficile à résoudre et pour s'approvisionner en eau, pas toujours potable, les populations sont contraintes à de longues files d'attente ou ont carrément recours à l'eau des marigots environnants au péril de leur santé. Elle est de retour, la Gomboro, cette maladie virale capable de décimer en quelques jours une ferme avicole. Les fermiers en payent déjà le prix dans la région de Béquet et pour limiter les risques, les aviculteurs de la région sont à l'école de l'Association nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire. Et nous ouvrons ce journal dans la région de la Maraoué, une région où l'orpaillage clandestin continue de gagner du terrain, et cela malgré les multiples opérations de répression. Alors en utilisant les produits chimiques à la recherche de l'or, les creuseurs illégaux dégradent les terres agricoles, les eaux se polluent et mettent ainsi en péril la vie des populations riveraines. Le fleuve Bandama non plus n'échappe pas à cette menace environnementale, une situation qui persiste et soulève des questionnements. Pourquoi l'orpaillage illégal résiste-t-il aux efforts des autorités? Et puis, quels sont les impacts réels sur les communautés locales? Alors, dans l'enquête qui va suivre, Yafolo Soro de Zahana s'est rendu pour vous sur le terrain pour comprendre les enjeux de cette crise environnementale et sanitaire. C'est une enquête réalisée avec le soutien du CJID. Nous sommes sur le Bandama, le fleuve le plus long de la Côte d'Ivoire qui s'étend sur environ 1050 km. Il traverse la région de la Maraoué, précisément le département de Boisflé. C'est une eau souillée, trouble, opaque de couleur ocre et orangée qui accueille le visiteur. Sur les rivages, l'herbe ne pousse plus. L'endroit séché offre un spectacle désolant. Pourtant, il y a quelques années, l'ambiance était rythmée par les bruits provenant des activités des pêcheurs et agriculteurs enthousiastes. Le coupable de ce contraste sur le Bandama est connu, l'orpaillage clandestin. Une activité illégale qui impacte dangereusement l'écosystème. Pour extraire le métal précieux, les orpailleurs utilisent abondamment le mercure comme moyen le plus simple et rapide pour identifier l'or. Or, le mercure est un métal lourd et hautement toxique qui détruit la faune aquatique et empoisonne l'eau du fleuve. C'est le cas à Bossokro, un village de Bozi, localité de Boisflé. Ici, c'est le désarroi total. La pêche ne nourrit plus son homme. Les filets reviennent désespérément vides. Les rares poissons qui sont charriés portent le plus souvent des lésions suspectes, stigmates de la pollution chimique. Avant, l'eau était propre, mais maintenant, là, c'est pas comme avant. Maintenant, c'est un peu rouge. Bon, ce qui provoque ça aussi, en tout cas, moi, je ne sais pas. Ça fait que le poisson est rare maintenant. C'est toute la région de la Maraoué qui vit ce triste méfait des effets de l'orpaillage illégal. Nous nous sommes rendus à Pangwa Kwamekro, un village de la sous-préfecture de Poakwabo, où le constat est visible. Les terres agricoles sont détruites, vidées et les nappes phréatiques souillées au mépris de la survie des riverains. Le problème, s'ils ont proché au village, on les fasse. Il ne faut pas qu'ils vont se procher au village. Parce que s'ils ont fait trou au village, les petits enfants là, s'ils ont allé s'amuser, ils vont tomber dans le trou. Tous ceux qui travaillent là, ils n'ont qu'à loin du village. L'eau n'était pas comme ça, la couleur de l'eau n'était pas comme ça. C'était vraiment buvable, c'était bien clair. Mais depuis l'arrivée des orpailleurs illégaux, on a constaté que l'eau a commencé à jaunir et vraiment la qualité de l'eau, c'est plus ce que nous avons vu par le passé. Ils utilisent quoi? Ils utilisent le mercure, le cyanure dans l'eau.
Face à cette situation, le ministère de l'Environnement et la Transition écologique a engagé sur le terrain des campagnes de sensibilisation dont l'objectif est d'informer les populations sur les effets néfastes de l'utilisation du mercure sur la vie des populations et de l'écosystème. Comme en témoigne cette opération qui a regroupé autour du chef du village de Pangba-Kwamekro les populations et des orpailleurs agréés. Un comité local de lutte contre l'orpaillage illégal a été installé. Sa mission, multiplier les rencontres pour sensibiliser sur les effets dévastateurs du mercure. Le mercure, une fois que ça descend, ça propage un peu partout. Tu peux résister soit à Pangba-Kwamekro, à Pokwabo, à Abidjan. Malgré que tu n'aimes pas parler, tu as mangé le poisson. La jeunesse constitue l'axe principal de cette campagne de sensibilisation menée par le ministère de l'Environnement. En plus de ses effets néfastes sur l'environnement, l'orpaillage illégal affecte le niveau de fréquentation scolaire. Dans la région de la Maraoué, attirés par le gain rapide, de nombreux jeunes abandonnent les classes pour les sites miniers. Une ruée vers l'or alimentée par la pauvreté, mais renforcée aussi par l'arrivée massive de clandestins venus de pays voisins. Au cours de cette enquête, nous avons pu accéder à un site d'orpaillage illégal, toujours dans le même village. Je sers l'or comme ça. C'est chaque jour que nous on vient, parce que nous on vient ici, là, on a quitté jusqu'au bout, on a venu ici pour chercher l'or. Depuis 2025 que je suis venu ici. Pour sensibiliser les communautés et particulièrement les jeunes, un concours inter-école sur la thématique de la dangerosité de l'utilisation du mercure s'est déroulé à travers des disciplines telles que le génie en herbe, le slam, le chant et le dessin. Le concours a pour objectif de freiner l'abandon scolaire lié aux mines. Malgré toutes ces initiatives, les choses ne semblent pas bouger dans la région. La raison pourrait être l'appât du gain rapide. Les populations sont donc à la fois victimes et actrices du dépouillement de leurs terres. De plus, cette situation s'explique par le manque d'alternatives car les populations locales n'ont pas d'autres sources de revenus viables. Aujourd'hui, elles n'ont plus de terres cultivables ni d'eau propre, ce qui fait qu'elles continuent de se tourner vers l'orpaillage. En réalité, derrière l'exploitation artisanale se cachent aussi des réseaux transfrontaliers qui financent l'approvisionnement en produits chimiques, une filière que les autorités locales n'arrivent pas à combattre. Pour avoir des réponses concrètes à ces questions, nous nous sommes rendus à la direction régionale du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le directeur régional Sanogo Suleiman affirme que la persistance de ces fléaux découle directement de l'absence de solutions économiques viables. Mais l'État ne baisse pas les bras. Le gouvernement a dénombré 1600 sites d'orpaillage illégal à travers le pays. Et dans le seul département de Bois-Flé, la direction régionale a identifié 17 sites illégaux. Vous avez le gramme d'or aujourd'hui à la bourse à 82 000 francs. Donc c'est quelque chose qui attire vraiment l'appétit de ces personnes-là, qui sans alternative claire ne trouvent vraiment pas rien d'autre à faire que de s'adonner à ça. Pour mesurer l'ampleur de la catastrophe, nous avons interrogé le Centre ivoirien anti-pollution, le CIAPOL, qui est l'organe qui agit comme le gendarme de l'environnement avec pour mission principale d'évaluer les pollutions et de veiller à la qualité des milieux, eau, air et sol et de faire respecter les normes environnementales. Une étude récente, même en 2024, a indiqué une forte teneur en arsenic, ce qui prête les possibilités au cancer. Le constat scientifique est glaçant. Le mercure ne disparaît jamais. Il s'accumule dans les poissons puis dans l'organisme humain. Les femmes enceintes et les enfants sont les premières victimes de ce poison invisible. Ces métaux lourds ont la capacité de s'accumuler dans les tissus humains. On appelle ce phénomène la bioaccumulation. Et à terme, des maladies suivantes peuvent intervenir. Ce sont les troubles neurologiques et cognitifs. Il y a les maladies du rein, comme l'insuffisance rénale que l'on connaît, les maladies pulmonaires, l'hypertension, les troubles cardiovasculaires, l'affaiblissement immunitaire, les maladies diarrhéiques et d'autres. Et au pire des cas, c'est les décès qui interviennent. Le préfet explique aussi la complexité de ce combat face à des populations parfois complices de leurs propres pertes. On ne peut pas chercher à s'enrichir en détruisant son propre pays. L'orpaillage illégal, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. En termes d'évasion,
parce que ça ne rentre pas dans le circuit économique national. L'orpaillage clandestin vide les terres de son nord, mais il vide surtout la Côte d'Ivoire de ses ressources vitales, laissant derrière lui un fleuve mort et des générations sacrifiées. C'est dans ces villages riverains que les conséquences de cette pollution se font ressentir. Privés d'une eau saine et d'un fleuve poissonneux, les habitants assistent impuissants à l'agonie du fleuve Mandama. Les campagnes de sensibilisation ont montré les limites. C'est désormais la course contre la montre pour éviter une crise sanitaire. Un dossier signé Yafolo Soro de Zahana. Après cette alerte sur les ravages de l'orpaillage illégal direction l'est du pays, où une autre réalité met en difficulté des milliers de personnes, on évoque le difficile accès à l'eau potable dans le Gontougo. À Yorobodi, dans le département de Sandégué, trouver de l'eau potable relève parfois de l'exploit. Pour plus de 20 000 âmes, une seule pompe à eau est disponible. Entre les longues heures d'attente et le recours aux eaux de marigot, les populations cherchent une goutte d'eau, parfois au péril de leur santé. Suivons ensemble les explications d'Herman Niamia. L'eau potable, une denrée rare à Yorobodi. Dans cette sous-préfecture, forte de plus de 22 000 habitants, un seul forage alimente l'ensemble des foyers du village. Une situation difficile qui oblige quotidiennement les populations à faire preuve de patience et parfois de résignation. Quand on veut puiser l'eau, il y a beaucoup d'hommes là-bas. Souvent on ne gagne pas. Donc moi, j'ai besoin d'eau pour laver mes habits, qui est souvenu puiser l'eau. Ça ne suffit pas. Mais on se débrouille avec ça. Quand il y a des fois, on s'en va, on ne gagne pas parce qu'on est nombreux, les enfants sont beaucoup. Dès les premières heures de la matinée, de longues files se forment autour de l'unique bonne fontaine du village. Femmes, hommes et enfants attendent pendant des heures dans l'espoir d'obtenir quelques bassines d'eau. Pour espérer être servis rapidement, certains habitants disent devoir se lever avant l'aube. Malgré cette organisation, l'attente reste interminable. Souvent, quand c'est à 6h comme ça, tu viens quand tu sois 11h ou à midi avant pour avoir l'eau. C'est pas facile à avoir aussi. Il peut puiser au moins 2 bidons. Parce que les femmes vont puiser le soir et matin. Donc les enfants maintenant, on commence à puiser vers midi. Nous, quand on avait moto, quoi. Mais l'accès à l'eau potable a aussi un coût. Chaque bassine est vendue à 25 francs CFA, une dépense supplémentaire pour des familles déjà confrontées à des difficultés économiques. Une personne peut acheter pour 500 par jour. 1000 francs par jour. Parce que là, ça ne suffit pas. Donc, on est obligé d'acheter. Si tu as beaucoup de monde, tu peux acheter pour 2000 comme ça, 2500. Si tu n'as pas beaucoup d'hommes, tu achètes pour 1000 francs. Donc, ceux qui ont acheté ça là-bas, là, on boit ça, on prend ça pour préparer. Parce que si tu dis tu veux prendre pour faire ménage là, ça ne suffit pas. Face à cette pénurie, certains habitants n'ont d'autre choix que de se tourner vers les marigots environnants pour leurs besoins quotidiens. On s'est débrouillé avec l'eau de marigot pour pouvoir s'en sortir. On chauffe avant de se laver parce qu'on ne peut pas se laver avec ça. Quand tu te laves avec ça, ton corps te gratte. On est obligé de chauffer ça. Une pratique risquée qui expose les populations à plusieurs maladies hydriques, notamment les diarrhées et les infections liées à la consommation d'eau insalubre. Quand on prend aussi ça, nous donne malade, mais comme on n'en a pas, on est obligé de prendre ça. Mais le centre de santé censé prendre en charge les malades fait lui-même face à d'énormes difficultés. Le bâtiment porte les stigmates du temps. Les murs se dégradent, les équipements vieillissent et les conditions de travail du personnel soignant se détériorent. Il y a des équipements qui manquent comme la clôture du centre. Maintenant, en salle de soins, il y a aussi les matériels aussi qui manquent aussi. Donc, ça freine un peu l'efficacité des soins. Bon, tu ne peux pas recevoir un patient qui viennent en bonne santé et puis l'hospitaliser sur un lit qui est défaillant. Donc cela freine beaucoup la santé, nous-mêmes nos santé et puis la santé du patient. Les lits d'hospitalisation sont pour la plupart hors d'usage. Les climatiseurs ne fonctionnent plus depuis plusieurs années. Plus préoccupant encore, le centre de santé ne dispose pas d'eau courante. Un paradoxe dans une structure sanitaire où l'eau est indispensable pour les soins, l'hygiène et la prévention des infections. Ça rend vraiment la réalisation de certains soins difficiles. On ne peut pas être dans une maternité en train de travailler avec du sein puis ne pas avoir de l'eau à côté. À chaque fois qu'on a besoin d'eau, à chaque accouchement, à chaque soin, nous sommes obligés de faire appel à des particuliers pour qu'ils nous apportent des bidons d'eau. Ça devient difficile parce que ce n'est pas tout le temps qu'ils sont là. On n'a pas d'échographie au sein du centre.
Dernièrement, Dieu nous a fait grâce, on a un laboratoire, donc nos patientes ne vont pas ailleurs pour faire des examens de sang. Mais l'échographie aussi est une urgence plus. On a besoin aussi d'aspirateurs en salle d'accouchement. La salle d'accouchement doit être dotée d'un aspirateur parce que souvent on a des bébés qui viennent avec des souffrances. Donc on a besoin d'un aspirateur pour aspirer les mucosités. À Urobody, l'accès à l'eau potable demeure un défi quotidien. Entre pénuries, pannes récurrentes et risques sanitaires, les populations lancent un appel pressant au pouvoir public afin que ce droit fondamental devienne enfin une réalité. Conscient de la situation, le sous-préfet de Urobody, Ahmad Koulibaly, se veut rassurant. Selon lui, l'État prévoit des actions d'envergure pour améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans toute la sous-préfecture. En matière d'eau potable, il y a des projets qui sont en cours, comme l'a bien annoncé le président de la République dans son discours, que les priorités sont données cette année à l'électricité et à l'eau potable. Donc il y a des projets d'extension de l'eau, il y a des projets de réalisation de châteaux, de réalisation de pompes villageoises qui sont en cours. En attendant la concrétisation de ce projet, les habitants de Urobody continuent de vivre au rythme de la pénurie avec l'espoir qu'un accès durable à l'eau potable devienne enfin une réalité. Et cette bonne nouvelle pour tous les jeunes de l'intérieur du pays qui rêvent de construire une carrière dans l'audiovisuel, l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique s'apprête à franchir une nouvelle étape de son développement. Une antenne de l'ISTC ouvrira bientôt ses portes à Bouaké. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. L'objectif est de rapprocher la formation au métier de la communication des jeunes de l'intérieur du pays et de renforcer le rayonnement national de l'Institut. Le gouvernement assure accompagner pleinement le projet de décentralisation. Je vous l'annonçais en titre, la Gumboro, maladie virale capable de décimer une ferme avicole en seulement quelques jours, menace les éleveurs de la région de Gbeke. Certains d'entre eux paient déjà le prix et pour limiter les dégâts, l'Association nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire vole au secours des aviculteurs de la région avec ce qui pourrait être le combo miracle, un vide sanitaire doublé d'une vaccination bien respectée pour permettre de sauver les volailles. Les détails avec Soro Corona. Aviculteur à Bouaké connaît assez impuissant à la baisse de la ponte et à la mort de ses volailles. Nous avons constaté avec le technicien que nous subissons une crise de Gumboro et d'autres maladies assimilées au niveau de notre ferme. Nous sommes passés jusqu'à 30% de baisse de la ponte des œufs et nous constatons que les poulets ont des problèmes d'indigestion. C'était une poule qui était ballonnée et donc il fallait voir qu'est-ce qui causait le ballonnement. Voilà. Et voilà pourquoi le technicien a décidé de faire l'autopsie. Comme connaît, Brahima appelle le loup tribu à la Gumboro. C'est à ses premiers pas dans l'aviculture. Il a vu sa ferme décimée par cette maladie virale de la volaille. C'était en 2009. J'avais 1100 poussins. Les poulettes étaient 1000 et les coquerets étaient 100. La maladie de Gumboro est venue vers le 21e jour. Après le passage de la maladie de Gumboro, ça restait seulement que 64 poussins. Les poussins étaient vendus à 730 francs, sans compter l'aliment que j'ai payé. La Gumboro, comment se manifeste cette maladie virale de la volaille? C'est une maladie virale qui a de très grosses conséquences dans les élevages avicoles, en ce sens qu'elle entraîne de très grosses mortalités qui peuvent aller parfois même jusqu'à 70 voire 100% de mortalité. Cette pathologie commence à présenter un nouveau visage, c'est que le microbe a évolué dans le temps. Donc les moyens de contrôle basés sur les vaccins classiques vivants ne fonctionnent plus très bien. Pour parer à sa réapparition et à la virulence de la Gumboro, l'Association nationale des aviculteurs du Côte d'Ivoire en formation à Bouaké. L'ennemi de notre activité, c'est la maladie. L'éleveur qui croyait maîtriser la maladie de Gumboro a compris qu'il y a une souche encore plus virulente qui est là. Et donc nous allons prendre les dispositions pour freiner cette maladie. Aux acteurs de la chaîne de valeur, vétérinaires et spécialistes donnent la clé pour venir à bout de la Gumboro, virus mortel pour volailles. Pour contrôler cette maladie, il y a toutes les mesures de biosécurité, c'est-à-dire tout ce qui va empêcher l'introduction
du microbe dans la ferme ou bien la propagation du microbe une fois dans la ferme, dans les autres bâtiments. Ça, c'est les premières mesures de biosécurité. La deuxième mesure, c'est les bonnes pratiques de vaccination qui commencent déjà par la vaccination au pouvoir et ensuite la bonne pratique de la vaccination à la ferme. Vide sanitaire, nouvelle technique vaccinale. Le prix à payer pour vaincre la Gomboro. Kone Ibrahima, désormais outillé. Il faut avoir une vie sanitaire très appropriée et très réglementaire, avec la discipline aussi. Ça peut éviter aussi beaucoup d'autres maladies, puisque cette maladie est une porte-entrée de plusieurs maladies aviaires. On ne finit jamais d'apprendre. Je conseille des gens d'apprendre le métier avant de investir de temps. Le secteur avicole ivoirien couvre 95% de la consommation nationale de volailles. En 2025, la filière a franchi la barre de 114 000 tonnes de viande et 1 300 000 œufs. Il représente 320 000 emplois et un chiffre d'affaires d'environ 450 milliards de francs CFA. C'est une autre maladie dont on parle peu mais qui bouleverse le quotidien de milliers de familles ivoiriennes. La drépanocytose touche entre 10 et 14% de la population ivoirienne. Elle demeure un véritable défi de santé publique. À Boaké, près de 700 malades vivent avec ce mal héréditaire. Ils sont confrontés aux crises douloureuses et aux coûts élevés des soins. Face à cette réalité, l'association DREPA-FAMSI appelle les autorités à subventionner davantage les traitements pour soulager la drépanocytose. On retrouve Soro Corona. Drépanocytaire, Dame Diomandé soumet sa famille à l'électrophorèse de l'hémoglobine. Un examen de sang pour s'assurer du statut de ses 4 enfants. Je voudrais voir si mes enfants sont porteurs de la maladie. Faire un bilan de santé pour approfondir le résultat que nous avons reçu. Lui réside au quartier Dar es Salaam dans la commune de Boaké. Diakité est déclaré drépanocytaire depuis l'âge de 12 ans. Les crises et les complications de la maladie ralentissent son parcours scolaire. Il disait qu'il a mal au dos, il a mal au ventre, donc tout ça. Donc comme on est parti à l'hôpital, on allait faire des examens, donc vraiment c'est sorti qu'il a la maladie. Je devrais passer le bac cette année, mais à cause de la maladie, je n'arrive pas à avancer. À l'origine des complications, le dépistage et la prise en charge tardive de Diakité. Autrement dit, le dépistage et la prise en charge précoce reste la clé pour vivre sainement avec la drépanocytose. Le premier souci, il ne s'agit pas d'administrer des médicaments. Il faut d'abord éduquer les patients. Deuxième volet, il faut dépister les complications évolutives de la maladie. Les dépister d'abord les complications. Et dès qu'on a une petite complication, on peut déjà traiter le patient. Et lorsqu'il n'y a pas de complications, il y a le traitement de fond qui va permettre de minimiser ces complications évolutives. Un seul moyen pour guérir de la drépanocytose, la greffe de la moelle des os. Guérir de la drépanocytose, je pourrais dire oui, parce qu'il existe la greffe de cellules souches hématopoïétiques qui vont permettre de guérir ces patients. Mais dans notre contexte ici, nous ne parlons pas de guérison, nous parlons de mettre tout en œuvre pour améliorer la qualité et l'espérance de vie de nos patients. Les spécialistes la classent parmi les cas de santé publique. La drépanocytose touche entre 10 et 14% de la population ivoirienne. La drépanocytose est une maladie du sang. Il s'agit d'une maladie qui est à l'origine de douleurs chez les patients drépanocytaires et d'une anémie chronique dans les formes qui sont sévères et les formes complexes. La prise en charge de la drépanocytose, une équation à plusieurs inconnus. Y est confronté aussi à moins, mais des drépanocytaires de 15 ans. Quand elle avait 4 ans, c'est dans ça là qu'on a découvert. J'ai fait tous les travaux qu'on doit faire pour avoir de l'argent pour subvenir à les besoins de mon enfant parce que son père nous a laissé très tôt pour partir. Lorsqu'il a découvert qu'elle est malade là. Au total, 700 drépanocytaires identifiés à ce jour à Boaké et regroupés au sein de l'association Les Drépanocytaires et Familles de Côte d'Ivoire, DREPA-FAMSI. Quand on est drépanocytaire, on peut facilement avoir un AVC. Quand on est drépanocytaire, on peut avoir facilement une insuffisance rénale. Quand on est drépanocytaire, on peut avoir facilement une ostéonécrose. Et un drépanocytaire qui vit toutes ces pathologies-là, imaginez comment est-ce qu'il arrive à se soigner. Pour vivre véritablement, il lui faut au moins 500 000 francs par mois. Le soulagement des drépanocytaires vient de la CEMU. La couverture maladie universelle réduit le coût de la prise en charge,
par la subvention de certains examens et médicaments. Mais encore beaucoup à faire. La poche de sang, par exemple, s'il y en a à disposition, avec la CEMU, elle est à moindre coût. Et puis, il y a d'autres petites pathologies, mais ce n'est pas tout. Les médicaments qu'on prend régulièrement coûtent cher. Il y a d'autres, avant on payait à 6 000, maintenant c'est parti à 11 000. C'est même pas beaucoup dedans. Si c'est trop, une plaquette 11 000, vraiment, moi, c'est trop fort pour moi. Nous exhortons tous les patients drépanocytaires, les parents des patients drépanocytaires à enrôler à la couverture maladie universelle afin d'alléger le coût financier de la prise en charge de cette pathologie. Dépistage néonatal, subvention de la prise en charge. Le plaidoyer des drépanocytaires et familles de Côte d'Ivoire. Le pays compte, selon les données sanitaires, 9 millions de porteurs du germe de la drépanocytose. Et pour bénéficier des soins à moindre coût contre la drépanocytose, il est important d'être affilié à la couverture maladie universelle. Justement, à l'occasion de la 6e édition de la ronde sociale à Bingourou, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, l'a rappelé. Il a également invité les populations à s'enrôler et surtout à cotiser régulièrement à la couverture maladie universelle. Le ministre a rappelé que plus de 25 500 000 personnes se sont déjà enrôlées et qu'une cotisation de 1 000 francs CFA par mois permet donc de bénéficier des soins et des médicaments à moindre coût. Le ministre Adama Kamara a également appelé les élus, les leaders communautaires, religieux et coutumiers à sensibiliser les populations. Il a qualifié la protection sociale de grande tontine nationale organisée par l'État. Et c'est une information qui met un point final à ce journal des régions. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous dimanche prochain. En attendant, retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18h les infos régionales toujours sur RTI 1. À bientôt.